À plus, à plus, à plus, à plus. La banque Discount s'adapte à vos besoins dans votre langue. Alors il y a chez les gens beaucoup de fantasmes. Le fantasme d'être enfermé dans un magasin, un grand magasin, une bijouterie. Et bien moi c'est plutôt un musée. Et il se trouve que les rêves deviennent réalité toujours ici en Israël. Et à Tel Aviv, où le musée d'art de Tel Aviv nous a accordé une belle place ici pour Bienvenue chez vous. Générique. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ici pour un Bienvenue chez vous spécial art, ici au musée de Tel Aviv. On a la chance vraiment d'être ici. On voulait remercier évidemment la directrice du musée de nous accorder cette possibilité de faire pour la première fois une émission de télé ici dans ce musée. C'est Madame Tania Cohen-Ouzeli qui est la directrice du musée. Également, je voulais remercier Irit Rapaport, la présidente des Amis du musée de Tel Aviv, ici qui nous accueille avec nos invités qui sont autour de nous. Bonjour Audrey Nataf. Oui, bonjour. C'est incroyable ce musée. C'est incroyable. On est compte, on a un clim. Oui, si mes yeux s'échappent comme ça de temps en temps, ne le prenez pas personnellement. Hein. C'est juste que bon. Delphine Bodbol, comment ça va? Très bien. C'est bien. Ah, super bien, c'est magnifique, franchement. Le jaune va très bien avec les œuvres. Parfait, parfait. J'adore. J'adore, c'est super. Yael, comment ça va? Bonjour. Yael Shawat, merci d'être avec nous encore une fois. Avocate, vous êtes venue ici, 50 millions de consommateurs israéliens. La version israélienne, c'est très intéressant quand elle vient sur le plateau. Merci d'être là. Philippe Cohen. Bonjour. Première sur Bienvenue chez vous. Et alors, c'est le bon moment pour vous accueillir, évidemment. Puisque vous, ancien collectionneur d'art, conseiller en art, vous avez été ancien président des Amis français du musée de Jérusalem. On va parler tout de votre CV, plaisir, très long, mais vous y connaissez un petit peu en art? A priori, oui. Après, où est-ce qu'on est exactement? Je connais bien ce musée. Alors, où est-ce qu'on est, ici? Écoutez, là, en fait, on est dans... Tout d'abord, vous savez, il y a une aile récente au musée d'art de Tel Aviv qui a été construite et rajoutée il y a quelques années. Là, on est dans l'aile historique qui abrite essentiellement les collections, ce qu'on appelle historiques d'art moderne, du musée qui sont, bon, vous allez en parler sûrement tout à l'heure, mais qui sont constitués bien évidemment d'acquisitions, mais aussi beaucoup de dons généreux des mécènes et des grands collectionneurs internationaux qui se sont dessaisis en partie de ces œuvres pour que nous puissions les admirer tous ensemble. Et de très près aujourd'hui, c'est quand même incroyable. Évidemment, c'est assez impressionnant de voir ce Klimt, évidemment, j'allais dire muséal, évidemment, on est dans un musée important, donc c'est logique qu'il soit là. Alors, vous allez au musée, j'imagine que ce n'est pas la première fois que vous venez dans ce musée, tous. Delphine? Ah non, moi j'y viens régulièrement. Régulièrement? Je suis une amie du musée. Alors, j'ai une question quand même, là pour Philippe, pour vous. Comment on regarde, comment on appréhende une œuvre d'art? Comment on la regarde? Comment faut-il regarder une œuvre? Ah, c'est une question pas évidente aujourd'hui, parce qu'en fait, on va dire qu'on peut faire une différence fondamentale entre la manière d'appréhender l'art moderne, ce qu'il y a autour de nous, et l'art contemporain. On va dire que l'art contemporain aujourd'hui nécessite beaucoup une explication, un commentaire pour accompagner l'œuvre, alors que l'art moderne était plutôt du domaine de l'esthétique. Mais j'ai en mémoire, puisque vous me posez la question, un commentaire magnifique de David Rosenberg, ancien directeur historique du musée du Louvre à Paris, et qui reprochait aux regardeurs, donc aux gens qui regardaient ses œuvres, d'aller directement sur le cartel et pas se concentrer sur l'œuvre. Et si vous vous amusez à regarder autour de vous, les gens regarder dans des espaces muséaux, très souvent, il y a une personne sur deux qui ne regarde pas l'œuvre et qui va directement voir le cartel, le nom, le descriptif, à qui ça appartenait, et on oublie de se reconcentrer sur l'œuvre. Et évidemment, les œuvres d'art moderne nécessitent un regard un peu plus long, peut-être que l'art contemporain, pour pouvoir décoder la composition, la couleur, l'esthétique, et faire le lien avec les différentes périodes de l'artiste quand on a la chance de les connaître. Oui, et puis c'est vrai qu'il faut venir un petit peu avec un petit bagage, c'est pas mal aussi. Il vaut mieux, même en art moderne, voilà. Il vaut mieux. Avoir lu un peu... Plus on en sait, plus on apprécie. Plus on prend plaisir, évidemment, de regarder ces œuvres. Alors on en parlera, puisqu'on a la chance de pouvoir faire 2 émissions ici, Bienvenue chez vous, donc on aura l'occasion d'en reparler longuement sur... voilà.
Pourquoi visiter? Moi, mon seul et unique conseil que je pourrais donner tout de suite, c'est d'aller au musée pour aller voir une pièce, 2-3 œuvres. C'est vrai, ça dépend aussi des musées. Il y a par exemple le musée du Louvre ou le musée d'Israël à Jérusalem. Ce sont des musées qu'on qualifie d'universels parce qu'il n'y a pas que des tableaux. Il y a plein de types de collections, chez nous, du judaïsme, etc. Et on ne peut pas le faire en une fois, clairement. Alors, on va passer à quelques chroniques, si vous voulez bien, Philippe, mais vous pouvez intervenir, évidemment, avec plaisir, dans cette émission quand vous voulez. On va voir Audrey Nataf, qui est notre coach Oui. de vie, qui, évidemment, est rentrée dans le thème, l'art. Oui, il y a plein de choses qui m'intéressent là-dedans. D'abord, c'est tous les clichés qu'on a sur les artistes. Là, donnez-moi les basiques. Un artiste, c'est quelqu'un de... Créatif, C'est-à-dire, ouais. Ouais, je sais pas, coupé du Innovant. monde. Il est coupé du monde, quoi d'autre? innovant. Il est innovant, il est forcément original, n'est-ce pas? Oui, souvent. Quoi d'autre encore? Qu'est-ce qu'on Il est a? visionnaire. C'est un rêveur. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Visionnaire. Il est visionnaire. Il s'affranchit de ses idées à travers des s'affranchit. courants un Voilà. petit peu. C'est vrai que les banaux. artistes ont une image qui change avec le temps et souvent, il y a beaucoup de personnes qui se disent « Ah non, moi je suis pas artiste » à cause justement de tous ces clichés qui font qu'il y a des gens qui peuvent dire « Moi je suis créatif » et d'autres qui peuvent dire « Moi je ne suis pas créatif ». Or, j'ai un scoop, nous le sommes tous. Nous le sommes tous et c'est même précieux d'aller voir comment est-ce qu'on peut se reconnecter avec sa créativité parce que c'est pas juste pour créer une œuvre que c'est utile dans la vie de tous les jours en fait. Et donc il y a ce premier point. Et il y a une qualité essentielle qu'on a dans la création pour le coup d'une œuvre d'art. Un artiste, avec toutes les compétences qu'il a et toute la technique qu'il acquiert avec le temps et avec le travail, à un moment donné, il part quand même de rien. Et il va devoir aller chercher dedans, à un endroit très profond, et l'exprimer à l'extérieur, sans savoir où il va aller, et lui-même ne sait pas. Et finalement, c'est le propre du processus créatif. C'est de savoir qu'à un moment donné, ça doit lui échapper. Et je ne sais pas si vous avez déjà entendu ces histoires-là, ou même si vous l'avez constaté dans votre vie de tous les jours. C'est parfois un petit accident qui va faire une création originale. J'ai fait tomber une épice de trop dans le plat, et hop, comme par hasard, c'est vachement meilleur. Ça arrive à tout le monde. Et puis il y a des exemples dans l'histoire de l'art, on en parlera avec Vinnie tout à l'heure. Évidemment. Des exemples d'accidents. Parce que ça doit... c'est pour ça. Tu m'as pris le mot, évidemment. Et c'est vrai, les accidents sont parfois, avec le temps, reconnus comme des chefs-d'œuvre. Exactement, parce que c'est à un moment donné, on accepte de faire confiance à quelque chose de plus grand. Et ça, c'est quelque chose qu'on aimerait bien s'approprier dans la vie de tous les jours aussi. Pas forcément en tant qu'artiste. Et on avance sans savoir où on va, donc vas-y la confiance. Donc ça c'est le premier truc, donc les accidents, on accepte de pas... Voilà. Et il y a autre chose d'hyper important. À un moment donné, on va avancer, on va consacrer du temps, s'investir, sans savoir si ça va plaire, si ça va marcher, et si ça va amener à quelque chose au final. Et ça, c'est là où il y a vraiment besoin de courage, et quelque part de... s'affranchir du regard de l'autre et du jugement, le sien avant tout, et encore plus celui de l'autre. On ne peut pas se poser la question finalement. Mais c'est très difficile, on est tous coupés à cause de ça. On se dit mais ça va être nul, et on le dit soi-même. Passer de l'intérieur de notre tête à la matière, c'est un supplice, c'est forcément moins bien. La limitation technique nous empêche de concrétiser ce qu'on a dedans. Donc la plupart d'entre nous, on abandonne ça. Parce que c'est douloureux finalement pour notre image de ne pas réussir à réaliser ce qu'on a envie de faire. Et là, les artistes, ils ont quand même ce truc-là, d'aller dedans, d'accepter de pas, voilà, même si après évidemment l'image et le succès, ça peut être quelque chose d'important, mais à un moment donné, il doit lâcher le jugement de l'autre. Et ça, quand on arrive à faire confiance à ce moment où ça nous échappe et lâcher avec le jugement, c'est quelque chose, c'est une énergie qui nous donne du pouvoir. C'est le empowering thing, you know. Bon, c'est vrai que mais ça demande du temps, hein. Ça demande du temps, ça demande du travail, mais surtout, on peut tous le faire sans forcément être des artistes contemporains. Il y a autre chose que je trouvais ça très intéressant. Il y a une étude qui a été montrée où ils ont fait des expériences. En gros, ils mettaient un rond sur une feuille. Ils donnaient ce rond sur la feuille à plein de gens. Ils leur disaient, à partir de là, faites ce que vous voulez. Et là, on avait pour quasiment tout le monde des trucs très attendus, des horloges, des pâquerettes. Qu'est-ce qu'il y a autour d'une fleur, les premières choses qui nous viennent. Et on se dit, mais comment est-ce qu'on pourrait faire pour qu'à partir du rond, on ait un lion, un chat, une tour Eiffel, n'importe quoi. Et bien à ce moment-là, ils ont remarqué que si on donnait une contrainte, et ben ça développait la créativité. Intéressant. C'est-à-dire que si on dit, voilà, vous avez un rond,
et ça doit être quelque chose de rouge, et ben tout à coup, il va y avoir des éléments du niveau 2 de créativité qu'on n'aurait pas trouvé si on était trop libre, sans cadre. Voilà. Mais je rebondis parce qu'en science aussi, les grandes découvertes scientifiques, Accident. c'était un accident, la moisissure qui tombe sur une boîte à pétri et on découvre ces fameux antibiotiques. C'est comme ça qu'Einstein a pu dire la créativité et l'intelligence qui s'amusent. Et je terminerai avec une autre phrase qui pour moi est très intéressante, c'est de dire un adulte créatif est un enfant qui a survécu. Et c'est une phrase d'Ursula Le Guin. Magnifique. Merci Bravo. beaucoup Audrey Nataf. C'était joli, merci beaucoup. Ça vous a plu? Très beau. Très beau. J'aime les artistes. Alors on va rester un peu dans le thématique. Alors évidemment, Delphine, nutritionniste, à la clinique de Neve-Tzedek, c'est ça? Exactement, oui. Vous voulez nous faire un autre sujet, évidemment. Alors, je l'adapte aujourd'hui parce que c'est tellement beau l'endroit où on est que je pense qu'il faut un petit peu adapter et remonter sur voilà, l'histoire un peu du corps de la femme et comment la femme est représentée par les artistes à travers le temps. Alors justement, comment? Alors, au Paléolithique, au tout début, on trouve des sculptures où la femme, elle est vraiment presque obèse, elle a un ventre rebondi, des seins, elle est petite. Bon, c'est pas encore une expression, je dirais, artistique, c'est plus une représentation toute simple. À l'Antiquité, en Égypte, on voit des femmes très élancées, un peu comme les hommes, mais comme Néfertari par exemple, qui est mince, élancée, elles sont musclées et c'est un peu la beauté idéale, bien blanche, on les voit avec ces chapeaux un peu blancs. À la Renaissance, eh bien, on a la Vénus par exemple de Botticelli, qui a une stature un peu en ivoire, une beauté de marbre, sans bourrelet et sans poils, donc ça y est, les poils ont été enlevés à la Renaissance. Et puis après, on a des nouveaux critères de beauté, la taille fine, avec l'apparition des corsets. Donc là, les corsets, ça devient un petit peu un phénomène de mode. Et un peu plus tard, en plus le corset fait ressortir la poitrine, donc on commence déjà à avoir les formes un peu pulpeuses des femmes. Un peu plus tard, à la Révolution, on rajoute au corset les faux culs. Donc on met en fait voilà, des espèces d'épaississants ou des arceaux à l'arrière pour faire finalement une corpulence un peu massive de maternité affranchie. On trouve aussi quand même, après la Révolution, des femmes représentées un petit peu avec des cernes, une peau blanche, un peu mystérieuse, mélancolique. Plus réaliste, exactement. Donc on a plusieurs courants de représentation et en même temps on a évidemment ce fameux Gustav Klimt qui véhicule une image de la femme parfois un petit peu opposée. Il fait des femmes un peu déesses, vierges, mères, pures, et puis il fait aussi la femme un peu fatale, un peu mystérieuse, dangereuse même. Donc vraiment les femmes ont été bien mise à l'honneur. Les guerres ont aussi influencé les critères de beauté? Ah oui, notamment la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale, vraiment, on s'affranchit de la maigreur. La maigreur, ça devient vraiment un signe de mauvaise santé. Donc, les formes commencent un petit peu à sortir. On les exhibe même avec des tenues plus serrées. Et c'est à peu près après la Seconde Guerre mondiale qu'arrive le bikini. Et en 1960, la mini-jupe. Et la star de ces années-là, évidemment, qui est vraiment la star hollywoodienne qui représente ce côté très pulpeux, très féminin, très sensuel, c'est évidemment Marilyn Monroe. Pin-up, quoi. Pin-up. Et puis il y aura la Sophia Loren, Ava Gardner et toutes ces femmes qui enfin mettent un peu les rondeurs des femmes en avant. C'était bien ça. Hein. Ça revient Audrey. Oui, parce que là on a eu quand même un choc juste après. Oui, quoi. Exactement. Alors on va parler de la beauté d'aujourd'hui, des canons de beauté aujourd'hui, mais juste avant, il y a eu une période de 20 ans de maigreur. Alors on passe un peu de la Marilyn Monroe à la Kate Moss, c'est-à-dire que là vraiment le corps, il devient sans bourrelet, presque vraiment très maigre, très affiné. Voilà. Et c'est le mannequin Adriana Carambeu qui en a parlé beaucoup dans ses interviews, qui a vraiment dénoncé ça, qu'elle avait dû, pendant toutes ces années de travail, s'affamer pour correspondre à ces critères de maigreur et de beauté. Et il y a 30 mannequins qui sont mortes, qui se sont suicidés parce que c'était trop dur à supporter, sans parler de la vague d'adolescents qui ont essayé de, en fait, ressembler à ces femmes très maigres de la mode, avec tout ce que ça amène,
l'arrêt des règles, les problèmes cardiovasculaires, la perte des cheveux, les problèmes de reins. On a vraiment eu ça. On va passer au canon de beauté d'aujourd'hui. Oui, alors juste avant, je voulais juste dire que... Ils sont là. Hein, voilà, ils sont là. Bon, pas complètement chercher loin non plus. Mais il y a elle, Delphine et moi, on fait. Si on a plus qu'une critique médicale à faire de cette période, la femme était devenue vraiment un produit marketing. C'est-à-dire qu'on les voit, les jambes écartées comme ça, le regard un peu profond, provocateur, et ça devient plus une représentation artistique. C'est vraiment un produit marketing qu'elles essayent de vendre. Mais il y a par exemple, heureusement, des artistes, comme on a dit, qui se sont en fait, qui ont fait confiance à leur art et à contre-courant de cette mode, comme Bottero, qui crée ces femmes très colorées, très rondes, et pourtant au milieu de cette période de maigreur. Delphine, pour terminer, les canons de beauté aujourd'hui, en quelques secondes. Oui, alors les canons de beauté, ça y est, les courbes font enfin leur grand retour. Après toutes ces années de maigreur, on n'en pouvait plus. Et les mannequins, aux tailles non standards, elles s'affirment. Elles ont des millions de fans. Donc vraiment, on les voit sur les podiums, sur les magazines de mode, surtout qu'il y a eu quand même vraiment des gros problèmes médicaux qui ont fait que maintenant, il y a des standards minimums pour être mannequin. On n'accepte plus les anorexiques. Alors, fesses rebondies, seins pulpeux, mais musclés quand même. Ah ouais, musclé. On ne peut pas voir la cellulite. Voilà. Kim Kardashian, Jennifer Lopez, Eva Longoria. C'est-à-dire qu'on a le droit d'avoir des grosses fesses, mais il faut qu'elles soient super. Ah oui, il faut qu'elles soient musclées. Exactement. C'est que du muscle. Et on dit merci quand même à la pub Dove, je sais pas, voilà, il y a quelques années, qui montrait ces femmes un peu plus enrobées, en culotte, en soutien-gorge, mais très jolies et tout aussi désirables. Merci Delphine d'avoir fait comme ça l'effort de nous parler de la beauté de avec femmes plaisir. Vous avez bien travaillé. Bravo. Alors on est sur, évidemment, on a la chance d'être ici dans ce beau musée de Tel Aviv, mais on continue. Bienvenue chez vous, c'est aussi une émission d'information pratique et une personne qui nous amène de l'information essentielle, c'est Yael Shawat, qui, voilà, je le dis facilement comme ça, les 50 millions de consommateurs, là, ils sont un peu moins ici, mais quand même, malgré tout, ça nous aide. Votre chronique nous aide à comprendre un petit peu. Et on avait parlé des abonnements téléphoniques, cette fois-ci, on va parler du téléphone. Quand on achète un téléphone, des appareils téléphoniques. Alors, c'est une opération simple, a priori. Mais oui, c'est un achat tout bête, on fait ça tous les jours. Tout le monde achète de temps en temps, pas tous les jours, mais enfin... Et pourtant, vous avez reçu d'énormes plaintes. On reçoit énormément de plaintes et on se demande pourquoi c'est si compliqué d'acheter un appareil, pourquoi est-ce qu'on a de si grosses surprises par la suite. Et en fait, on s'aperçoit que, par exemple, beaucoup d'Israéliens achètent leur téléphone dans des petits magasins. Il y en a tellement ici. Énormément de magasins, mais il n'y a pas de raison d'avoir de mauvaises surprises. Et on s'imagine que tout le monde amène des téléphones, mais en fait, non. C'est pas si évident que ça, parce que les gens se plaignent par la suite qu'après 1 jour, 2 jours d'utilisation, il y a déjà une panne, il y a quelque chose, et en fait, ils découvrent que ce sont des appareils seconde main en fait, qui sont vendus comme des premières mains. Remis dans leur boîte, etc. Remis dans une boîte, dans un nylon, ils font tout en sorte. Et ça, c'est courant, ça? Non. Mais absolument, même une grande chaîne de magasins. Je n'ai pas envie de dire son nom, mais enfin... on aimerait bien. On peut pas. Si, c'est vaut mieux. Alors, il s'agit de l'ancienne chaîne Office Dépôt. Okay. L'ancien Office Dépôt. Il s'appelle maintenant Office 3. Mais beaucoup de gens ont dit, mais enfin, c'est pas normal. En plus, ils refusent de me le réparer. Ils me disent, c'est pas notre problème. Enfin, ils ont beaucoup de mal à les faire réparer. En fait, il faut savoir que la loi oblige les fabricants et les distributeurs de téléphones d'indiquer sur l'emballage si c'est un produit qui est de seconde main, en fait refabriqué. Reconditionné. Il faut l'indiquer absolument. C'est indiqué comment en hébreu, parce que de toute façon on ne saurait pas. Mourdash. Mourdash, Mechoudash. C'est pas Khadash, renouvelé, voilà. C'est pas vraiment Khadash. Et finalement, on se dit, bon alors on va acheter nos appareils chez les distributeurs, notre cher opérateur qui nous facture tous les mois. On va aller le voir. Celui qui n'est pas très clair sur les contrats, c'est ça qui nous... Celui qui nous fait souvent quelques problèmes, mais bon. Et on va aller acheter son téléphone en plus chez. Voilà. Alors il y a parfois, moi j'ai regardé parce qu'on n'a jamais reçu de plainte de ce sujet. Les gens ne font pas attention. À quoi ils ne font pas attention? Au taux d'intérêt. Est-ce que vous saviez que les sociétés de téléphone prennent des taux d'intérêt qui peuvent aller jusqu'à 40 et 50% sur le Donc prix. on paye un téléphone 2 fois son prix. Si vous l'achetez en 36 paiements, vous allez le payer bien plus cher.
Alors moi, je peux vous donner un exemple. Prenons le iPhone 8 Plus, sans faire de publicité. 3 499 shekels, 3 500 shekels. Avec l'abonnement? Non, Non, peu importe, même si on n'est pas abonné. Ce n'est pas des prix d'amis. 3 500 shekels si on la paye en une fois ou en 6 mois. Et en 3 ans, 4 800 shekels. Si vous calculez rapidement, 38%. 1300 shekels de plus, quoi, tranquille. C'est raisonnable, 38%. Moi, je peux vous donner un conseil, n'achetez jamais en 3 ans ou 36 mensualités. Jamais. Et en plus de ça, ils ne vous disent pas, quand ils vous montrent le mensuel, ils ne vous disent pas quel est le prix à la fin. Ils vous disent quel est le prix de chaque mois. Bien sûr. Ça, quand vous regardez sur le site internet. Et quand vous allez dans les magasins, les gens ne sont pas conscients de ça, mais j'ai regardé les contrats des gens qui ont signé. Ils ont fait attention. Ils ont dit, bon, signez là, si ça te coûtera 120 shekels par mois. Bon, d'accord. Il ne fait pas le calcul pour savoir combien ça le coûte en 3 ans. Et j'ai regardé qu'en fait, tout le monde paye en 3 ans, parce que vous pouvez payer en 3 ans, mais oui, pas de problème. Ici, c'est un peu le pays des crédits, quoi. Verbalement, ils vous diront jamais que ça vous coûtera 30% d'intérêt et que ça vous coûtera 1500 shekels de plus. Jamais. Mais comme vous avez signé, allez prouver après que vous ne saviez pas ce que vous achetez. En tout cas, si vous avez effectivement des plaintes ou des trucs, on peut vous envoyer un mec. Vous êtes une entreprise d'État, quoi. Enfin, Absolument. Nous, on aide les gens gratuitement. Et si vous parlez français, si vous ne savez pas écrire en hébreu, écrivez-moi sur mon adresse internet. Le mail. Et puis n'hésitez pas si vous avez un gros problème avec une grosse société ici en Israël. Qui fait quelque chose de pas très clair. Merci beaucoup, Yael Shawat, avocate, merci d'être là. J'ai rien à dire sur l'iPhone et quoique. Toujours Quoique. Un petit truc à dire? Ouais, il y a un petit truc à dire sympa, c'est que je ne les connais pas par cœur, mais il y a 1 ou 2 applications, il y a des startups, en particulier une israélienne, et qui ont fait un système incroyable, très judicieux. Avec une application, vous voyez un tableau dans une galerie ou dans un musée, vous scannez l'image, tac, dans les 3 secondes, vous avez tout le pédigré de l'œuvre, C'est etc. génial. Et quel est le nom de l'application? Il faut retrouver ça dans la deuxième partie de l'émission. En fait, c'est que sur iPhone? C'est sur mon iPhone. Mais on va la retrouver dans la deuxième partie de l'émission. Donc ça a été racheté par une autre boîte, donc c'est plus le même nom, mais voilà. Et ça a démarré ici. Mais il y en a plein, même des gens qui m'ont contacté. Génial. En Israël, super. Alors, on se retrouve tout à l'heure, Philippe. Tout à l'heure. On va évidemment après la publicité. Merci à vous. Merci beaucoup. On se retrouve juste après la pub. On continue ici notre émission au musée d'art de Tel Aviv. Quelle joie d'être là. Avec la carte de crédit Discount, stationnez gratuitement dans certains parkings Central Park. A plus, A plus, A plus, A plus. Publicité. Anatel, bonjour. Bonjour, c'est encore moi. Oui, Nicole, comment allez-vous? Vous avez réussi à changer les piles de la télécommande? Oui, la télécommande marche, ça va. Mais il y a un autre problème, c'est le chauffage que je n'arrive pas à faire fonctionner. Parce que tout est en hébreu. D'accord, ok. Alors vous allez prendre la télécommande du Masgan. Anatel, éternellement à votre écoute. Et tant mieux si ça vous fait chaud au cœur. Anatel, téléphonie fixe, mobile, télévision, internet et solutions professionnelles. Les Français en Israël? Il est toujours possible de comprendre ce qu'il se passe en Israël, sans pourtant connaître l'hébreu. Un falafel, c'est un falafel. Du houmous, c'est du houmous. Un taxi, c'est un taxi. Des matkot, c'est des matkot. Sababa, c'est sababa. Mais quand il s'agit de comprendre sa banque en Israël, c'est une autre affaire. Nous, à la Banque Discount, on vous comprend. C'est pour cela que la Banque Discount vous propose des succursales avec des banquiers francophones qui vous aideront dans toutes vos démarches bancaires. La Banque Discount, une banque à votre écoute. A plus, A plus, A plus, A plus. Publicité. La Banque Discount s'adapte à vos besoins dans votre langue. De retour dans Bienvenue chez vous, ici, au musée de Tel Aviv. On a la chance d'être là, n'est-ce pas? C'est bien quand même ici. Incroyable. Génial. Magnifique. Moi j'adore. Ah j'adore. C'est très inspirant. Hein? Tant mieux. C'est vrai qu'on a envie de parler tout doucement, mais en fait on peut. On est seul. On est seul. Ah oui, on est jour de fermeture. Mais oui. On est chez nous. On est bienvenue chez nous. Voilà. On est jour de fermeture, donc c'est bon. On doit chuchoter pour pas déranger, mais non en fait. C'est vrai, vous avez raison, on n'a plus de tendance. Youssef Marek. Moi je prends la pause.
Très bien. Voilà. C'est une sculpture. On est en train de me faire une toile. C'est une sculpture. Donc voilà. Je suis là. Johan Halimi. Ouais, moi j'adore. Moi je suis un fou de musée, donc je suis très vous avez réussi à allier l'art, le cinéma, la peinture. Bien sûr. Ah, vous êtes surprenant. Ouais. Eh bien, allez-y. C'est à vous. Et ben voilà, on est dans un musée, on est en plein dans l'art, et le cinéma est aussi un art, puisque c'est le 7e art, et comme tout art, il a perpétuellement essayé de se réinventer. Et donc on l'a vu, on a eu effectivement donc depuis le cinéma des Frères Lumière, on a eu la télévision, puis le home cinéma, les VHS, les DVD, les séries ensuite, les plateformes VOD jusqu'au smartphone et l'apparition notamment aussi de web-séries. On a maintenant des web-séries et des web-séries à format très court. Des formats très courts qui ont apparu notamment avec plusieurs applications, dont l'une des plus célèbres est Black Pills. Sont des séries. Avec Kev Adams. Oui, exactement. Il y a eu une série Kev. avec Kev Adams. Bonjour. Voilà. Bon, Kev, si tu nous regardes. Salut. Donc ce sont des épisodes très courts de 7 à 12 minutes et ça fait fureur parce qu'on peut regarder ça sur le smartphone, dans le métro, de manière très rapide et puis on voit une saison en 1h30 quoi. C'est vrai qu'on m'a dit que c'était l'avenir. C'est l'avenir. C'est un peu l'avenir. On va essayer d'expliquer pourquoi. On ne sait pas, mais voilà, on va essayer d'expliquer pourquoi. D'ailleurs, même Netflix vient d'acheter une série à Black Pills, une série avec des épisodes d'une quinzaine de minutes. Donc c'est vraiment, il y a un phénomène qui est en train de se produire. Mais la technique a évolué également puisque on est passé de la pellicule au numérique et maintenant même à l'iPhone, puisqu'on a notamment Steven Soderbergh, voilà exactement l'iPhone. Steven Soderbergh qui a tourné un film intégralement à l'iPhone l'année dernière. Et donc voilà, c'est un nouveau phénomène. On a de plus en plus de liberté de tourner des films, de tourner des fictions. Et on a eu, ça me permet de revenir un petit peu sur l'actualité, puisqu'on est dans la semaine de Yom HaShoah, et on a vu apparaître une nouvelle forme de fiction, réalité, qui a fait parler d'elle et qui a même fait un peu polémique. C'est, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est Eva Stories. C'est un compte Instagram. Eva, bien sûr. C'est un compte Instagram, un blog vidéo. Et en fait, toute la question est de se demander en fait, et s'il y avait eu les smartphones et les réseaux sociaux, et donc Instagram, au moment de la Deuxième Guerre mondiale et de la Shoah. Quelles auraient été les stories et les posts d'une gamine et donc on a toute de 13 ans. On a toute une histoire de cette adolescente. C'est inspiré d'une histoire vraie, puisqu'on s'inspire le réalisateur s'est inspiré de son journal personnel. Elle s'appelle Eva Eman. Elle était une adolescente assez classique dans une vie assez bourgeoise en Hongrie. Et puis on imagine qu'elle avait un smartphone. Et donc elle raconte son histoire avec son téléphone, avec des stories. Alors au début c'est assez troublant parce que on a les petits cœurs sur les vidéos, on a quand elle mange une glace la petite glace, on a un ton vraiment Instagram qui est très surprenant quand on connaît la gravité du sujet. Et puis, au fur et à mesure, ça offre un certain avantage, c'est que c'est très immersif. Et on va se retrouver, alors moi j'ai vu toutes les stories les unes après les autres, c'est à peu près 50 minutes. Parce qu'en fait, ils ont tout posté le jour de Yom HaShoah, c'est ça? Ils ont fini de tout... Oui, et c'est daté en fait, c'est daté, on est de février jusqu'à mai. Mai-juin, et donc ça part de son adolescence très innocente, très insouciante, très joyeuse, d'une adolescente qui a ses amours, ses copines. C'est un peu comme Anne Frank, hein. C'est un peu ça, voilà. Frank. C'est un peu ça, et puis la stories en fait se termine sur quand elle monte dans le train en fait pour Auschwitz. Et donc on voit se détériorer complètement son état d'esprit, et tout ça est filmé à l'iPhone, donc c'est vraiment, on le vit, on a l'impression de le vivre. C'est un défi qui est très fort parce que le réalisateur n'est pas du tout un professionnel, c'est un millionnaire qui a fait fortune dans le high-tech, qui s'appelle Mati Kochavi et qui a tenu à faire, il a injecté 1 million d'euros pour ce projet je crois, sans retour sur investissement, hein. Il n'y a aucun but lucratif derrière, en tout cas pour le moment. Et donc il a tourné ça. C'est destiné aux jeunes. Sérieuse. Comment? C'est destiné aux jeunes. C'est un truc genre tiens, montrons ça à nos ados. C'est destiné aux jeunes. En fait, tout l'objectif, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on a une nouvelle génération qui ne peut plus regarder un film de 3 heures. C'est très difficile de maintenir des enfants sur la liste de Schindler. Encore plus parce que la polémique vient aussi du fait que est-ce qu'on doit vulgariser
la Shoah. C'était le grand combat notamment de Claude Lanzmann qui lui, a toujours été opposé à la fiction dans ce sujet, qui a été un détracteur de la liste de Schindler, par exemple. Mais aujourd'hui, quel jeune peut rester 9 heures devant le documentaire Shoah? Quel jeune va lire un livre sur le sujet de manière, on va dire, volontaire, autonome? Donc c'est devenu très difficile. On est à une ère où tout va très vite, on a besoin que les histoires soient racontées très très rapidement. Et donc il s'est dit, on va aller chercher les jeunes là où ils sont, sur les réseaux sociaux. Et je trouve que la démarche est moi je la trouve géniale, je trouve que c'est une démarche géniale, ça nous interpelle. Mais l'anachronisme est gênant quand même. Moi j'en ai pas vu tout, j'ai pas tout. L'anachronisme c'est ce qui nous gêne au départ. Parce qu'on continue d'être sur les années 40. Dedans. C'est ce qui nous gêne au départ et après on rentre dedans. Et après on rentre dedans. Et je trouve que c'est vraiment nécessaire parce qu'on a une jeunesse qui est de moins en moins sensibilisée à la Shoah. Ça a fait un carton, on a des centaines de millions de vues, des dizaines de millions de vues pardon, pour le moment. Donc ça sensibilise vraiment. Et puis il l'a fait vraiment avec un grand sérieux, avec une justesse de ton. Qui est nécessaire à ce type de sujet. Donc je vous invite à aller voir ça, ça dure. Il y a une polémique surtout. Alors on peut le voir sur comment ? Il y a une polémique, mais la polémique elle est sur la vulgarisation. On est passé d'une transmission, si on doit parler par exemple de la Torah, on est passé d'une transmission orale à une transmission écrite. On est passé de la radio à la télévision. Le principe de la fin justifie-t-elle les moyens ? C'est toujours le problème des changements. Parce que le monde change et qu'on doit s'y adapter malheureusement. C'est là où est la polémique en fait. On doit s'y adapter malheureusement. Le seul moyen aujourd'hui peut-être d'intéresser une certaine jeunesse à ça, c'est de commencer à toucher à ces nouveaux outils. Voilà, moi en tous les cas, je trouve que c'est une bonne idée, mais après je peux comprendre que ça en choque certains, et voilà. Merci en tout cas, merci. Alors, très intéressant, Yohann Halimi. On va rebondir dans un instant avec vous aussi, parce que vous avez un choix, justement. Vous avez un sujet là-dessus. Ouais. Mais avant ça, je voudrais quand même on est quand même dans un musée, on est au musée de Tel Aviv, on a la chance d'être là, au beau milieu des œuvres. Et j'avais une question pour vous. Quelles sont vos œuvres préférées ou votre artiste préféré? On va commencer par l'artiste préféré, pour vous, Laurie. Bon, moi, c'est Agam. Et puis, j'ai eu la chance de le rencontrer l'année dernière. Il m'a fait visiter son musée à Rishon LeZion. Et c'était une très belle rencontre. Et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Parce qu'il y a un côté... je vous dis pourquoi ou Non, c'était juste... D'accord. Tu t'égares, là. Tu t'égares. Je sais pas, moi. Moi, je voulais parler d'Agam. Préféré ici Alors, ici, je ne connais pas toutes les œuvres qui sont exposées. Moi, je suis un grand fan de Monet et de Van Gogh. J'allais à Paris régulièrement tous les week-ends au musée d'Orsay, effectivement. Et donc, je suis un grand fan de Van Gogh, Mozart. Et j'aime beaucoup Klimt aussi. Audrey ? Je sais pas. Moi, j'ai vraiment adoré l'exposition de Louise Bourgeois, vraiment. Louise Bourgeois ? Ouais, ici, l'année dernière. C'était fort. Très fort. J'étais même, ça m'est resté. Je suis restée avec quelque chose pendant longtemps. Klimt, je suis fan. Surtout que ma mère, qui dessine et qui peint très bien, m'avait fait plein des reproductions de Klimt sur des vases, sur des trucs. Donc bon, non, Klimt, j'avoue. Ressemble un peu. C'est ça, il y a quelque chose, surtout au niveau du sourcil. Vraiment, dans les regards, il y a quelque chose. Youssef, vous êtes quoi, vous? Magritte. Magritte. Voilà. Très bien. Moi, j'aime. C'est ça. C'est mon côté intemporel et proche, rêveur. Chapeau melon aussi. La prochaine fois, je viendrai avec le chapeau melon. Chic comme ça. Voilà. À vous. C'est à vous. Ça tombe bien. Sans transition. Hop, on peut s'effacer. Ça, c'est une transition. Ça, c'est une transition. Chapeau melon et bottes de cuir. La prochaine fois, c'est toi. Allez-y. Vous parlez de quoi aujourd'hui? Non, moi, je vais revenir un petit peu, être un peu plus sérieux, comme l'était Yohann tout à l'heure. Le Yom HaZikaron, c'est le Yom HaZikaron pour tous les soldats qui sont tombés dans toutes les guerres et pour toutes les victimes de la terreur, c'est-à-dire les victimes du terrorisme dans le monde entier, tous ceux qui sont tombés lors d'un attentat. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir que cette date a été choisie par la Knesset. C'est une loi qui a été votée en 1959. Donc c'est assez récent quand même. Ça a été fait quand même 11 ans après la création de l'État d'Israël. Et cette date a été choisie avec une continuité, un enchaînement automatique sur le Yom Ha'atzmaut. Alors c'est pourquoi en fait ils ont fait ça? Pour garder toujours en fait à l'esprit que toutes ces personnes qui sont portées disparues, qui sont décédées suite à ces guerres, n'ont pas fait ça pour rien. C'est qu'on a un enchaînement avec la création de l'État d'Israël, la joie qui revient et qui nous motive d'être en Israël et de continuer. Alors c'est vraiment, ce sont 2 jours qui sont tellement importants en Israël. Vous savez vous l'avez vu, donc les gens ne travaillent pas. Yom Ha'atzmaut, c'est la joie, c'est la grande fête. D'ailleurs, on a quelques images. Oui, on les voit pendant que de Yom Ha'atzmaut. Alors, pour ceux qui n'ont pas pu assister
au fête de Yom HaSpahut sur Tel Aviv, je vous conseille de faire un saut du côté du quartier Rothschild, que les Français aiment bien, et de suivre ce qu'on appelle le chemin de l'indépendance, qui est marqué, qui a été créé pour les 70 ans de l'État d'Israël. Il est marqué dans le sol avec des plaques en laiton doré, et ça permet de suivre, et vous avez un kiosque au tout début un kiosque qui se trouve au tout début du boulevard Rothschild, où vous pouvez aller récupérer des casques, avec, soit avec votre application, avec une application à télécharger, et vous avez un casque multilingue qui va vous permettre de suivre donc ce cheminement à travers tout le boulevard Rothschild et la rue Echad, et ainsi de suite, tous les points qui sont à côté, et vous permettre de comprendre la création d'État d'Israël, comment ça s'est passé à cette époque-là. Vous avez ensuite l'entrée dans le musée de l'indépendance et le musée de la Haganah, ainsi de suite. Donc c'est vraiment quelque chose de très sympa à faire sur Tel Aviv. Ça donne les bons plans. Et ça, voilà. Et ça, c'est un point. Et c'est ouvert tout le temps. C'est-à-dire que même ceux qui n'ont pas pu le faire pour la soirée de Yom HaSpahut peuvent le faire pendant toute l'année, et notamment avec les enfants. C'est très instructif. Très bien. Vous, alors, l'art, ça vous a inspiré aussi les accessoires de mode les accessoires de mode. Alors, des accessoires, non, pas les accessoires. Qu'est-ce que vous avez apporté là? Non, mais déjà, je vais vous expliquer, parce qu'il a fallu que je m'adapte à la thématique, qui finalement, c'était pas très compliqué, parce que l'art et la mode, ça se retrouve pratiquement tout le temps. Surtout les grands designers de mode sont des artistes, finalement. Et alors déjà, avant de commencer, je voudrais donner une astuce aux filles. Alors ça vous concerne pas, voilà, mais merci d'avoir invité au on s'en va donc. Non, vous écoutez toujours pareil. Vous écoutez, vous prenez des notes, vous faites des cadeaux, tout ça. Merci Audrey d'être là d'ailleurs. Voilà, j'aurais donné une petite astuce aux filles. Comment booster son look quand on va à une expo? Parce que quand on va à une expo, il faut être looké à l'expo. On a envie d'avoir un petit look un peu décalé, un peu sympa. On a envie qu'on nous remarque. Alors que faire? Moi, ce que je conseille, c'est la boucle d'oreille un peu graphique, donc comme celle que je porte, par exemple. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans ma première chronique, j'avais dit qu'il fallait porter, vous vous rappelez Stéphane? Les gros anneaux Cardouda. Il faut porter... Non, pas les mêmes. Exactement. Donc du coup, moi, ce que je conseille, c'est de la jouer en mode un peu asymétrique. Et donc là, je vais le faire en live. Attention. Vous en portez qu'une seule. Alors ça, c'est des boucles d'oreilles que j'ai trouvées en France, parce que j'ai été en France chez Emma et Chloé, j'adore. Et alors, ce qui est rigolo, c'est qu'on peut en porter une seule, mais pour pas que l'autre oreille se sente toute seule, on met juste la petite puce, voilà. On a la puce qui est intégrée ici dans la boucle, et on a l'autre qui rappelle ici. C'est-à-dire cette boucle, elle est faite pour être exactement. Dédoublée. Ah, elles sont futées, hein. Exactement. Ça, c'est chez Emma et Chloé. Bon, moi, j'adore. C'est une chaîne que j'adore en France. Alors, l'art et la mode. Donc maintenant, je peux commencer. Maintenant que je vous ai... Maintenant que je vous ai un petit peu donné cette petite astuce, voilà, pour les expos, tout ça. Ok. L'art et la mode, comment ça se retrouve en fait? Ça se retrouve surtout dans les collabs. Est-ce que vous savez ce que c'est les collabs? Non. Les collabs, vous savez pas ce que c'est? Qu'est-ce que c'est les collabs? Alors les collabs, c'est vraiment le mot, genre quand on est un peu trendy à la mode, on dit ouais alors ça c'est une collab. Non, ça vous dit rien? Mais bien sûr. Oui, c'est une collaboration. J'ai plusieurs fois fait des hashtags là-dessus, collab. Voilà, hashtag collab. Donc en fait c'est quoi? C'est quand un artiste ou une entité ou une personnalité va s'associer à une marque et ils vont faire ce qui s'appelle une collab. Comme par exemple, la collab Dior et l'artiste Kaws, qui s'appelle en fait Brian Donnelly, qui est un artiste américain, comme vous pouvez voir sur les images. Vous savez, c'est l'artiste qui crée des grosses sculptures, espèce de gros nounours comme ça avec des X à la place des yeux. Je ne sais pas si ça vous parle. Du coup, sur la collection été 2019 de Dior, ils se sont associés et ils ont créé des t-shirts, sacs. Donc il y a des petites mouches, c'est rigolo. Ça reprend vraiment l'art de Kaws. Ça, j'adore, je valide. Il y a aussi, alors en plus estival... Ouf, ils sont passés à côté de... Oh là là, on a eu peur. Attention, si elle ne valide pas... C'est la brigade du style. Non, mais il y a des choses qu'on ne valide pas. Par exemple, est-ce que vous validez... Non, mais alors voilà, question. Est-ce que vous validez le bleu marine et le noir? Parfois. Non, c'est compliqué. Voilà, il y a des avis. C'est compliqué. Là, ça va. Parfait. Non, j'ai dit bleu azur. Super. Moi, j'ai eu des consignes comme ça petite. Jamais le bleu marine et le noir. Mais il y a des cas. Jamais le marron et le noir et jamais plus de 2 couleurs. Pareil. C'était tellement de limites. Alors moi, je valide 2-3 couleurs dans le outfit. Enfin, peu importe. Enchaînez. Le t-shirt que je porte, c'est une collab aussi. C'est Tel Avivien. C'est le restaurant Café Hanoï. Je ne sais pas si vous connaissez. Vous
connaissez parce que j'ai fait une vidéo sur le Café Hanoï. Sinon, on ne savait pas où c'était, bien sûr. Et en fait, c'est une collab avec une artiste israélienne qui s'appelle Xania Melnikov, qui a des influences artistiques asiates. Et du coup, elle s'est amusée à faire plein d'ébauches du boboon, du plat en fait typique du Café Hanoï. Et ça donne ça, voilà. Et c'est très mignon, elle a rajouté les petits Thierry, est-ce que tu valides? Non, moi je valide le mot parce que ébauche, c'est à Marseille, et ébauche, c'est pour les France. Voilà, moi ça dépend. Hein. Voilà. Alors là, on ne la refera pas, je garderai mon accent marseillais. Mais là, je reconnais quelque chose. Là. Je vous ai amené quand même quelque chose de sympa. Est-ce que ça vous dit quelque chose, cette petite couronne? Trop facile. Vaguement. Trop facile. Trop facile. Mon artiste préféré. Voilà, Basquiat. Jean-Michel Basquiat. C'est la marque Cork Cycle qui est une marque de drinkware, parce que oui, on peut porter du drinkware, je sais. Du drinkware. Voilà, et en fait, c'est tout ce qui est gourde, thermos. Et ils ont créé la collection. Ah, j'adore. Basquiat. Donc c'est votre anniversaire, Stéphane Calvo, ça c'est une bonne idée de cadeau quand même. Votre petite gourde Basquiat. Ouais, mais je dis ça, je dis rien. Vous la laissez là, celle-là, c'est la mienne. Je pense qu'il faut le temps de l'émission. Super. Alors, ce qui est rigolo, c'est que c'est une gourde, mais c'est aussi un thermos. Donc, où est-ce qu'il y a de la mode finalement là-dedans? Eh ben, on a le droit d'être stylé, même avec sa gourde, même quand on va dans un festival, même quand on va au Slichot pour regarder le café chaud. Pardon, c'est naze. Mais on a le droit d'être stylé, même avec sa gourde, parce que la gourde, c'est un peu ringard. Et ben là, c'est pas du tout ringard. Non, voilà. C'est chez Soho. Ça se trouve en Israël. C'est édition limitée. C'est 100% recyclable. C'est du verre. Éco-responsable, donc il y a tous les mots un peu trendy. Et puis voilà, c'est une collab. Merci beaucoup, Laurie, pour cette petite chronique très sympathique. Avec plaisir. Donc on retient collab et les mots trendy. Le 21 juin. Ah bah voilà, très bien. Je note. Merci beaucoup, Laurie. Merci à tous. On se retrouve dans un instant. On va parler du musée d'art de Tel Aviv où on est évidemment avec nos invités tout de suite après la pub. Avec la carte de crédit Discount, stationnez gratuitement dans certains parkings Central Park. A plus, publicité. Anatel, bonjour. Bonjour madame, excusez-moi, c'est quoi exactement la recette des beignets parce que là... Ok. Alors, il va vous falloir 500 g de farine. Anatel, éternellement à votre écoute. C'est ça, notre recette. Anatel, téléphonie fixe, mobile, télévision, internet et solutions professionnelles. Les Français en Israël? Il est toujours possible de comprendre ce qu'il se passe en Israël sans pourtant connaître l'hébreu. Un falafel, c'est un falafel. Du houmous, c'est du houmous. Un taxi, c'est un taxi. Des matkot, c'est des matkot. Sababa, c'est sababa. Mais quand il s'agit de comprendre sa banque en Israël, c'est une autre affaire. Nous, à la Banque Discount, on vous comprend. C'est pour cela que la Banque Discount vous propose des succursales avec des banquiers francophones qui vous aideront dans toutes vos démarches bancaires. La Banque Discount, une banque à votre écoute. A plus, publicité. La Banque Discount s'adapte à vos besoins dans votre langue. De retour dans Bienvenue chez vous, ici, dans ce lieu historique, on peut le dire, magnifique, du musée d'art de Tel Aviv avec nos invités. Nous ont rejoint, évidemment, Marie Sheck. On va commencer par Marie Sheck. Comment allez-vous? Très bien. Merci d'être ici. Merci à vous. On va parler avec vous, évidemment, d'art contemporain. Vous êtes commissaire d'exposition en externe. On parlera avec vous. Philippe Cohen, vous étiez là tout à l'heure. Et je voudrais accueillir Irit Rapaport. Merci d'être ici. Bonjour. Et surtout, je dois vous dire merci aussi d'être ici, parce que c'est aussi un peu grâce à vous que nous sommes ici, dans ce musée, dans ce très beau musée, d'ailleurs un endroit, je crois que c'est une première ici, il n'y a jamais eu de télévision ici, dans ce lieu. Non, pas que je sache, non, effectivement. Merci encore. Ravi de vous accueillir. Merci beaucoup. Docteur Larare, ça va? On est bien là, non? Oui, là, franchement... Vous êtes un fan de musée, je ne sens pas, vous? Si, je suis pas si autant un beauf que ça, Stéphane. J'aime pas que le... Non, parce que vous êtes très foot. Oui, je sais que vous savez, vu qu'on regarde ensemble. Hein? Et pour regarder ensemble. Mais moi, j'aime le musée quand même. Et d'ailleurs, je voudrais d'abord... où est-ce qu'on est exactement? Philippe nous en a parlé rapidement, mais là, on va approfondir avec vous, Irit, qui connaissez évidemment le musée par cœur. Vous êtes président des Amis du musée de Tel Aviv. Ça veut dire quoi, en un mot?
Alors ça veut dire en un mot que je suis responsable justement de rapprocher un maximum de gens en Israël, dans le monde et aux États-Unis, parce que ça se passe un peu différemment aux États-Unis, et qu'à la base, c'est d'amener un maximum de gens à aimer le musée, à connaître le musée, et TND, parce que finalement, pour faire tout ce que vous voyez ici, il faut de l'argent. Et donc les amis du musée sont ceux qui se préoccupent d'une part d'amener cet argent, de donner cet argent, de contribuer cet argent, et avec leur donation directe. Le musée de Tel Aviv étant un musée municipal, il est financé à peu près à 40% par la ville de Tel Aviv, tout petit par l'État d'Israël, mais je ne saurais même pas vous dire de combien parce que c'est minuscule. Et ensuite 30% par tout ce qui est commercial, c'est-à-dire par les entrées, par les événements, parce qu'un musée c'est quand même fait de plein d'autres choses que de tableaux. C'est fait de l'art aujourd'hui, c'est l'art contemporain et l'art en général est fait de danse, de ballet, de théâtre, de cinéma, enfin tout ça. D'ateliers aussi, d'ateliers pour les enfants. Oui, on va y venir. Oui, bien sûr. Et donc à 30% de ce qui est commercial et 30% effectivement de donations et de soutien et de gens qui veulent notre bien. Ils sont nombreux. Prenons l'occasion de les remercier à cette occasion. Exactement, ils sont nombreux. Ils ne sont pas assez nombreux, mais je veux dire que la distribution est pas mal quand même, parce que les Israéliens, depuis quelques années, se sont vraiment recrutés pour comprendre que la philanthropie c'est quelque chose d'utile, que l'argent vient avec des responsabilités et avec des obligations, et que si on veut que l'art continue à perdurer, il faut le soutenir. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Donc souvent, on nous pose la question de savoir, quand on va aux États-Unis surtout et en Europe, et les Israéliens, que font-ils? Et je dois dire avec beaucoup de fierté, franchement, par rapport à tous mes amis, que les Israéliens font quand même peut-être pas suffisamment encore, mais font déjà beaucoup. Et je prends cette occasion pour les remercier d'ailleurs. Très bien. Alors, je voudrais quand même qu'on revienne avec vous. On a la chance de vous avoir ici pour nous rappeler l'historique de ce musée. C'est parti d'une histoire anecdotique assez sympathique. Alors, effectivement. En 1932, le maire de Tel Aviv, le premier maire de Tel Aviv, de la première ville juive israélienne qui a été fondée ici, Meir Dizengoff, a compris qu'effectivement, pour pouvoir créer une société viable, une société avec des valeurs, qui sont les valeurs juives, entre autres, mais pas que, il fallait un musée. Il fallait un musée, il fallait de l'art, il fallait de la culture, il fallait que les gens aient quelque part où aller et où ressourcer, on va dire. Il n'était même pas vraiment amateur d'art, finalement. Je sais pas, je pense pas. Il était juste quelqu'un qui reconnaissait l'utilité de ça, j'imagine. Si, quand même un petit peu. Parce qu'il a eu quand même pas mal de rencontres avec Chagall à l'époque, etc. Ils ont fini par se disputer d'ailleurs. Et donc, il a donné le rez-de-chaussée de sa maison, qui est tout au bout de Dizengoff, de Rothschild, pardon, pour créer le musée de Tel Aviv. Donc, le musée de Tel Aviv, à la base, était créé dans la maison du premier maire de Tel Aviv. C'est quand même extraordinaire. Il y avait du sable, il y avait quelques maisons qui commençaient là, il y avait la maison de Dizengoff et le musée. En 1948, quand même, c'est assez extraordinaire de se dire, la déclaration d'indépendance, donc la création de l'État d'Israël, a été signée dans cette maison, à cet endroit même. Donc je ne connais pas d'autres musées dans le monde, certainement pas celui de Philadelphie, où a été signée la déclaration d'indépendance d'un pays quelconque. C'est à vous montrer à quel point vraiment le musée de Tel Aviv est complètement intégré dans la ville de sa population. Ensuite, en 1959, il y a eu le Helena Rubinstein qui a été créé comme centre d'art contemporain. Et ensuite, en 1971, c'est quand même extraordinaire, et en avril 1971, donc vraiment il n'y a pas très longtemps d'ici, a été créé le musée a été inauguré le musée dans lequel nous sommes assis aujourd'hui, qui est donc le bâtiment, ce qu'on appelle le bâtiment central, du musée. Et ce qui est assez extraordinaire quand même, je voudrais juste citer ça si j'ai le temps, c'est que le maire, donc ça c'est le programme qui avait été... Vous avez regardé l'original là? Oui. Wow. Ça c'est le programme, je sais pas, je le montre de quel côté. Voilà, premier programme avec les vœux de tous les maires de toutes les villes d'Israël. Enfin, il y avait quand même une coopération assez extraordinaire, plein de sociétés qui ont souhaité la bienvenue et Mazal Tov. Et le maire de l'époque, et le maire
Yoshua Rabinovitch, a écrit dans son adresse d'abeille, il a dit « Le fait même qu'en ces temps de tension et d'incertitude sécuritaire et politique, dans ces temps-là, nous n'abandonnons en aucun moment le développement de notre vie culturelle et spirituelle, c'est bien là la preuve que notre société aspire à établir et renforcer le niveau et la pérennité de notre pays. » Pas mal quand même. Hein? Et ensuite, alors en 2011, effectivement, on a ouvert l'aile, la nouvelle aile qui est sublime, qui est extraordinaire, et qui, elle, abrite pour la plupart la collection d'art israélien. Toute la collection israélienne. D'accord. Et moderne et contemporaine? Israélienne, tout. Oui, complètement. Depuis 1900 et rien, 6, merci. Et jusqu'à aujourd'hui, donc toute l'aile ancienne, la nouvelle aile, alors que cette aile-là, elle est plus moderne, l'art contemporain, les expositions transitoires, etc. Temporaire, voilà. Merci Philippe. Merci beaucoup pour ce petit résumé, c'est très intéressant. Justement, on parlait d'expositions temporaires. Tous les deux, donc, vous êtes expert en art et puis on va dire conseiller en art. Vous faites du conseil en art. Du conseil en art, vous étiez collectionneur aussi en art. Je suis collectionneur. Aujourd'hui, votre nouvelle vue, c'est conseil en art. Ouais. Et Marie Scheck, vous, c'est commissaire d'exposition, justement externe. Donc, vous travaillez aussi, en l'occurrence, pour ce musée, en externe. Et vous avez un projet étonnant. On se rappelle tous, on a évoqué Louise Bourgeois l'année dernière. Magnifique. Et là, je termine en beauté ma carrière. J'espère me balader avec cette expo dans le monde. Voilà, on commence chez vous, on va continuer. Annette Messager est une femme que je connais depuis une quinzaine d'années. Elle et son mari Christian Boltanski, son compagnon, mari. Qui a exposé ici également. Boltanski a exposé au musée d'Israël. Au musée d'Israël. Grande exposition. Et le jour de mon anniversaire, elle m'a envoyé un message sur Facebook. Elle m'a dit je te languis. Je me suis dit quel beau cadeau. C'est mieux que des fleurs. Puis on s'est vu et puis elle m'a proposé de la prendre en main et de la mener au musée de Tel Aviv. Elle a bien précisé. Je ne vais exposer qu'au musée de Tel Aviv. Pourquoi ? C'est une bonne question. Je pense qu'elle aime cet endroit. Au début de sa carrière, elle a gagné un prix où elle a voyagé quand elle avait 20 ans dans le monde entier. Elle a reçu un prix de photographie qui l'a amenée dans le monde entier et dont elle est arrivée en Israël. C'est-à-dire il y a 50 ans, 60 ans, elle a 76 ans aujourd'hui. Et elle est très attachée aussi à l'histoire de Boltanski, de sa vie, l'Holocauste. Et puis je pense que ce musée attire beaucoup d'artistes dans le monde entier. Je ne connais... Et notamment des Français. Et notamment des Français. Et on a eu Loris Gréau et Boltanski aussi. Depuis longtemps, plusieurs fois, et une fois avec toi. Alors Annette Messager, on rappelle quand même que c'est pas une jeune artiste, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Elle est née dans les années 40 en France et elle a tout de suite été, disons, conceptuelle. Elle a inventé des magasins de bricolage. Annette Messager truqueuse, Annette Messager écrivain, Annette Messager vidéaste, Annette Messager sculptrice. Enfin, je veux dire, si on a vu l'année dernière Louise Bourgeois dans toute sa splendeur, dans toute sa force, Annette Messager est exactement le contraire dans la force qu'elle fait, mais dans les matériaux. Autant les matériaux de Louise Bourgeois sont lourds, grands, spectaculaires, autant les objets d'Annette Messager sont à la limite féminin. Elle fait une alchimie de tricotage d'animaux empaillés, de photographies qu'elle manipule. Elle change le langage. On va le voir donc prochainement, c'est déjà c'est dans un an et demi. Un an et demi, donc 2000... C'est ce qu'il faut quand même pour préparer les expositions de cette C'est long de préparer une exposition. C'est un an et demi 2 ans. 2 ans de préparation. C'est 2 ans de travail. C'est un énorme boulot, c'est très cher. Il faut aller trouver les fonds. Trouver les fonds, trouver l'espace. On ne se rend pas compte, le public ne se rend peut-être pas compte de ça. Je ne pense pas. D'ailleurs, je pense que c'est hyper intéressant de se dire que finalement, le véritable travail, on va l'entendre maintenant et peut-être plus tard avec Ruki, le véritable travail et l'investissement personnel que demande le métier de commissaire. Moi, j'admire ces gens avec énormément de... J'ai vraiment l'impression chaque fois d'être enceinte. Il y a ça, et puis il y a le fait, moi je les admire parce que c'est un peu comme être dans la cuisine et après les gens mangent. Mais on ne se rend même pas compte tout ce qui rentre dans un truc comme ça. Et c'est vrai que je pense sincèrement qu'on n'encense pas suffisamment
les commissaires d'exposition et je suis absolument ravie d'être à ce aura, panel avec toi. Merci Marie-Chèque. On aura aussi Ruti, directeur, qui elle est commissaire d'exposition permanente ici, pour l'art contemporain. Ouais. Ça sera dans une autre émission. Mais Philippe, par contre, vous avez aussi un métier on va dire intéressant, sympa. Comment vous le définissez, ce métier de conseil en art? C'est pour tout le monde, ça peut être pour les musées également? Juste pour les particuliers? Non, les musées en général, les commissaires d'expo, le directeur du musée... ont ce rôle-là? Ah oui, à ce rôle-là. Après, nous, moi, j'ai pu, à titre tout à fait personnel, avec Suzanne Landau, l'ancienne directrice, aussi bien à Tel Aviv, mais surtout le temps où elle était conservateur en chef au musée d'Israël, l'aider à travers des comités d'acquisition comme Irid Rapaport aussi s'occupe en dehors de... Parce que être président des Amis, c'est aussi gérer d'autres associations autour. En particulier, ils ont ici un comité puissant d'acquisition d'Israéliens. Mais moi, du temps où j'étais en France en tant que président des Amis français, c'est pas la présidence qui m'a passionné, c'est le fait que Suzanne soit venue me voir alors que je n'étais pas impliqué dans l'institution. Elle est venue me voir suite à une expo partielle de ma collection, ici avec 10 collectionneurs français. C'était en 1988. C'était Nechama Gouralnik, je ne sais pas si tu as connu cette commissaire, qui s'occupait d'art contemporain et qui avait fait une expo importante qui s'appelait On the Edge. On the Edge, et elle est allée chercher 10 collectionneurs privés, et j'étais un tout jeune collectionneur, 20 ans. J'avais une collection qui avait débuté 7-8 ans auparavant, et donc voilà. Et en fait, Suzanne était venue voir cette expo, et je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est au lieu d'avoir été happée par le musée de Tel Aviv, Suzanne est venue me voir et m'a dit « j'ai besoin de toi, j'ai besoin d'un comité d'acquisition pour le musée d'Israël ». Et l'histoire un peu a commencé comme ça. Mes liens entre l'art et Israël, évidemment, à part le fait que je venais comme tous les francophones passer des vacances et voir la famille. Et puis tout ça, ça a fait tout un effet important puisqu'il y a eu un comité d'acquisition qui a été créé avec une spécificité que j'ai imposée à Suzanne qui n'était pas évidente. C'était exclusivement acheter des artistes français pour le musée d'Israël. D'où aujourd'hui... Israël, c'est le musée de Jérusalem. Oui, le musée de Jérusalem. D'où une vitrine un peu qui n'existe quasiment nulle part ailleurs on va dire, de pas mal de bons artistes français en Alors Israël. Alors que là, vous pouvez être fier d'en avoir un de votre collection ici en ce moment, à Tel Aviv, dans le musée de Tel Aviv. Ah oui, bon, ça c'est autre chose. Oui, bon alors là, c'est vrai qu'il faut aussi rendre hommage à l'Institut français, qui depuis très longtemps, à travers les ambassadeurs, les différents directeurs de l'Institut français, et quand on a la chance, comme l'année dernière, d'avoir des années croisées, alors évidemment on fait en sorte que des artistes français les plus en vue puissent être montrés en Israël. Et c'est vrai que Ruti, directeur, vous en parlera plus. J'ai pu amener un ami qui m'est très cher, qui est Loris Gréau, qui expose, qui a fait un projet ici. Alors on a parlé donc d'artistes israéliens, alors il y a plein de thèmes sur ce... On va essayer de rester un peu sur le musée d'ici de Tel Aviv évidemment, et également le public, parce que je m'intéresse... Déjà il est classé dans le monde... Alors ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, effectivement, l'année dernière, on a atteint un chiffre incroyable, qui est plus d'1 million de visiteurs au musée, qui nous a mis dans les 100 musées du monde. On est, je crois, 83e, mais en prenant en considération le fait que beaucoup d'autres musées sont des musées justement qui sont en Europe de l'Est, ou qui sont des pays où d'abord l'entrée est gratuite, et où il y a un mélange culturel de la population qui est un peu différent de celui qui est ici. On parlera plus tard de l'éducation et du rôle d'un musée qui est celui avant tout, entre autres, d'éduquer et de offrir une accessibilité au musée à partir d'un très jeune âge, mais ça on peut y passer tout à l'heure. Et donc on a eu 3 expositions absolument incroyables qui ont fait, il parlait de Suzanne tout à l'heure, qui ont fait ce mouvement qu'on n'a pas connu à ce musée avant. On le remplit quand même d'une manière excessivement respectueuse, mais pas comme ça. On a eu plus d'1 million de visiteurs. On a eu d'abord l'exposition de Louise Bourgeois, puisqu'on est en train de parler à un public français qui était effectivement incroyable. C'était la toute première exposition de Louise Bourgeois en Israël. Et quand on a commencé avec l'exposition de Louise Bourgeois, les Israéliens ne connaissaient pas Louise Bourgeois, quand même, je tiens à le dire.
Et au bout de 6 mois où elle était ici, enfin où l'exposition était ici, on ne l'appelait plus que Louise. Donc elle était devenue très familière au public israélien. Après, on a eu une exposition incroyable des 50 œuvres maîtresses du musée de Philadelphie, qui, elles, enfin les gens faisaient la queue pendant 2h30. Et payer en plus, ce qui se fait dans tous les musées du monde, mais pas dans le nôtre, payer en plus l'entrée à cette exposition-là, c'était exceptionnel. Et ils avaient vraiment, c'était extraordinaire parce qu'on les écoutait dire, oh là là, c'est comme si on est à l'étranger. Ce qui n'est pas un truc qui me plaît particulièrement. Moi, je préférais d'être comme en Israël et profiter de ce qu'on peut avoir ici. Mais il est vrai que ça a donné un accès à certaines passions de gens qui ne l'auraient pas eu autrement. Et maintenant, on a effectivement une exposition de Sugimoto, qui est un énorme artiste japonais, américano-japonais, un photographe sublime, qui est venu d'ailleurs lui-même curater, préparer, installer son exposition, mais jusqu'à la pendre. Enfin, c'était incroyable. C'est des artistes très scientifiques. Et voilà, exactement. C'est un architecte. Et donc, du coup, on a eu effectivement plus d'1 million d'entrées, ce qui n'était pas même fait au musée d'Israël, je tiens à dire quand même, puisqu'on en a parlé. Il y a une compétition entre les deux musées? Non, plus, pas du tout. Non, c'est pas du tout le même musée, attends, ça n'a rien à voir. Le musée d'Israël a franchi de mémoire le million peu de temps après la rénovation. Voilà, le bâtiment, allez, ça remonte à 7-8 ans. Mais c'est vrai que c'est pas comparable. On parle, Irit essaie d'expliquer, enfin tu as dû expliquer un peu la différence entre les musées, pourquoi ce classement. C'est la différence entre un musée d'art moderne et contemporain avec un musée universel. Ici on est dans un musée d'art moderne et contemporain. C'est le Met et il y a des tableaux, il y a du design, ok, mais au musée d'Israël, au Louvre, au Met, il y a plein de musées comme ça dans le monde, il y a 30 départements, donc automatiquement on ne peut pas... Et là-haut, non, mais Marie disait un truc vrai tout à l'heure en parlant de Tel Aviv. C'est vrai que Tel Aviv, notre nouvelle directrice qui s'appelle Tania, qui a fait la maîtresse de maison et qui n'est pas là malheureusement aujourd'hui, et qui vient du musée d'Israël, a une très très jolie manière d'expliquer un peu la différence en fait des deux. C'est-à-dire que elle vient du domaine de l'archéologie, donc elle dit le musée de Jérusalem c'est comme l'Acropole. On monte en pèlerinage, on monte à Jérusalem, on monte au musée qui se trouve sur le haut de la colline. Effectivement, le musée de Tel Aviv, c'est comme l'Agora, c'est la place du marché. Il y a la bibliothèque nationale, il y a le théâtre, il y a l'opéra, il y a le marché. Et en fait, c'est ça, on va dire. C'est le centre culturel. Voilà, c'est le centre culturel. Moi, je dirais du pays, mais ça, c'est parce que moi, je suis très local patriote. C'est la différence. Moi, j'ai un regard encore un peu extérieur, puisque je suis quand même, j'ai pas fait mon alia il y a si longtemps, donc j'entends tout ce qu'on dit, même de l'étranger, de France. Et c'est vrai qu'on se déplace. Aujourd'hui, les commissaires d'exposition, les grands conservateurs... Quelle image il a, ce musée, dans le monde? Magnifique. Excellent. Il a une image magnifique. Et si on doit rendre un hommage important à Moti Omer, qui était le directeur avant Suzanne, dont la force résidait surtout dans l'art israélien, avec les géants de l'art israélien. Ouais, je voulais en parler justement. Je ne veux pas empiéter sur ce que va dire, mais Suzanne Landau, elle a apporté sa grande connaissance et reconnaissance de sa personnalité en tant que commissaire d'expo d'artistes internationaux étrangers. Donc et ça nous a amené super contemporain. Super contemporain, ça nous a amené un afflux de ces commissaires à Tel Aviv, pas à Jérusalem, donc qui venaient à Tel Aviv, et surtout on a eu de grandes expos. Douglas Gordon, pour ne citer que ça, avant Louise Bourgeois. Donc, évidemment, c'était énorme. Je crois qu'on a beaucoup parlé de Suzanne Landau, mais je dois lui faire un hommage personnel. Ça a été ma première muse. J'ai travaillé au musée d'Israël à Jérusalem pendant 15 ans, et je la regardais installer ses expositions avec une habileté, avec une délicatesse, avec un savoir qu'elle a amené au musée Tel Aviv. Elle a fait remonter l'état du musée Tel Aviv, on peut pas le dénier. Elle a doublé les expositions et ça, je l'ai vu, j'ai trouvé mon rôle de commissaire à travers mon regard de côté en la voyant. En fait, vraiment, ça a été ma muse, je l'ai dit plusieurs fois. Et je pense que le travail du commissaire, que ce soit à l'étranger ou ici, c'est un vrai travail d'intimité avec l'artiste, avec un artiste ou avec un groupe d'artistes. C'est un vrai travail de recherche, c'est un laboratoire. Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce que je vais lui dire? Qu'est-ce qu'on va faire ensemble? C'est plus les artistes israéliens pour vous?
Moi, c'est tout. Moi, j'aime tout. Il y a des grands artistes israéliens, évidemment, on n'en a pas parlé encore. Mais... Absolument. Et on a des grands... On n'est jamais arrivé à avoir une liste bourgeois, hélas. Mais on a 70 ans. Mais on a eu Sigalit Landau, qui est une grande artiste, qui a exposé 2 fois à la Biennale. On a eu Philippe Rantzer, on a eu Ulrich Katzenstein, on a eu des grands. Et puis là, on ouvre demain, après-demain, la Venise de Biennale, avec un stand, un pavillon absolument... J'attends, I'm looking forward, et je suis sûre, on installe une salle, une sorte de salle d'interview, un hôpital, où on va demander aux gens, on va attendre d'être acceptés et couchés pour avoir parlé de nos problèmes personnels. Donc ça c'est non, vous m'avez volé la transition, c'était comme ça, vers Dr Lara. L'art, ça peut aussi aider, c'est pas simplement prendre du plaisir, ça peut aider. Dans mon domaine, c'est-à-dire dans le soin, en médecine, en psychiatrie, en psychologie, on utilise beaucoup l'art. Différentes façons, selon les différents modes d'expression de l'art. Par exemple, en pédiatrie, les enfants qui ont des maladies graves, qui sont bloqués à l'hôpital, etc., il y a des art-thérapeutes qui vont faire des ateliers avec eux, etc. C'est pas juste pour qu'ils se détendent ou pour qu'ils voient des belles choses, c'est très bien, mais c'est pas juste ça, ça a d'autres richesses. Ça leur permet déjà d'exprimer dans leur création des émotions qui sont bloquées, qui sont verrouillées, ou alors qui vont être très dures à exprimer verbalement. Par exemple, quand on a des enfants en cancérologie qui vont avoir des inquiétudes sur la mort, c'est très rare qu'ils les verbalisent. Ils les verbalisent pas parce que ça leur fait peur, ils verbalisent pas aussi parce qu'ils veulent pas traumatiser leurs parents par cette inquiétude. Et donc, par l'art, par des médiations comme ça, ils vont pouvoir exprimer un peu des choses. Et donc, avec ce filtre, avec ce déguisement, ils vont pouvoir dialoguer aussi avec le thérapeute. Alors ça, c'est... Et puis, évidemment, aussi, tout simplement, sans aller sur les choses si graves, pour ce genre d'enfants malades, c'est aussi une façon de s'évader alors qu'on ne peut pas bouger de notre lit. On avait les hyperactifs, enfin des choses beaucoup moins graves. Est-ce que ça peut être utile aussi dans votre cabinet, par exemple, vous leur faites faire quoi? Alors, moi, je sais que je suis un grand peintre. Il y a je peux prescrire de l'art-thérapie, mais c'est mieux pour eux que ce ne soit pas moi qui le fasse. Mais en psychologie, en psychiatrie, on va utiliser l'art pour soigner. C'est-à-dire, en pédiatrie, on utilise l'art pour soulager des choses. En psychologie, on va utiliser l'art pour soigner sur différents registres. Par exemple, les enfants, les enfants hyperactifs, c'est difficile de les amener d'abord à ça. Il faut qu'ils aillent déjà un peu mieux, et on va plutôt passer par des médiations avec des animaux, etc., qui sont toujours dans une interaction forte. Mais par exemple, les enfants qui ont des spectres autistiques, c'est très large, hein, l'autisme, c'est-à-dire, par exemple, ce sont des enfants qui ont du mal avec les émotions, à reconnaître les émotions chez les autres, et à reconnaître leurs propres émotions, ce qui font qu'ils peuvent être très fermés, et puis tout d'un coup, exploser sur le plan pulsionnel. Et à travers l'art, que ce soit la peinture, le théâtre aussi, etc., en voyant un autre, en voyant une image, en voyant une scène, ils peuvent reconnaître une émotion qui est la leur. On va leur faire jouer une scène de colère et ils vont se rendre compte que c'est ça qu'ils ressentent et que ça s'appelle colère. Et comment on fait dans cette scène pour l'exprimer, comment on fait pour en sortir, qu'est-ce qui la cause. Et donc ça permet à ces enfants qui ont des trous dans leur psychisme et qui ont du mal à se représenter ce qu'ils ressentent et ce qu'il faudrait faire, par l'écran, parce qu'on ne parle pas d'eux et que du coup c'est pas trop intrusif, ils arrivent à attraper ça et à l'utiliser. Les enfants, tous nos enfants quand ils vont bien et qu'ils ne regardent pas trop les écrans, ils vont prendre des Playmobil, prendre des poupées et inventer des histoires. Ils commencent à créer. Ils sont dans l'art, où ils vont dessiner. C'est pas pareil l'enfant qui dessine très très bien, mais qui copie quelque chose, et l'enfant qui dessine pas très bien, ou bien, peu importe, et qui va dessiner en racontant une histoire, la changer, etc. Sur le plan de la qualité mentale, celui qui va être dans la copie, c'est qu'il s'autorise pas forcément quelque chose, c'est-à-dire il fait très bien quelque chose, mais à condition que ce soit à toi. Et celui qui est dans l'imaginaire, qui invente des histoires, etc., ça veut dire qu'il peut aller chercher ça en lui et qu'il n'a pas peur de son imaginaire. Et donc, pour les enfants qui ne vont pas très bien, on va essayer de les ramener à ça, les ramener à cette confiance en soi et à cette désinhibition de pouvoir inventer des choses et pouvoir être dans l'imaginaire. Et donc, on va les amener à des jeux, à des peintures, à des créations, tout le champ de l'art-thérapie. Merci, Dr Lara. Et ça m'emmène directement à vous, Irit, parce qu'on se pose toujours... Pour moi, le musée, c'est aussi un lieu pour les enfants, même si c'est vrai qu'on se dit, bon, c'est toujours un lieu un peu...
pas faire de bruit, pas que les enfants courent, c'est vrai. Hein. C'est quand même. Ah non, mais si vous venez ici pendant la journée, des fois il y a énormément d'enfants et ils font du bruit. Et ils font du bruit et ça va. Est-ce qu'il faut des enfants dans un musée, on est d'accord? D'abord, il faut des enfants parce qu'il faut de toute façon la génération qui va suivre et qui. Faut les habituer. Les habituer. Et bon, qu'est-ce que fait le musée? Alors, le premier rôle d'un musée, enfin, un des premiers rôles d'un musée, c'est aussi d'éduquer et d'enseigner et de transmettre. Parce que finalement, on est tous plus ou moins quand même dans le devoir de la transmission à tous les niveaux. On en parlait d'ailleurs pendant le truc de Pessah, di Bartale Baneja, c'est-à-dire que c'est une manière de vraiment transmettre le savoir, transmettre la culture, transmettre l'art. Et alors le musée a d'abord des programmes d'éducation, il a tout un département d'éducation. Là, on va inaugurer le 23 juin la rénovation de cette aile dans laquelle nous sommes, plus au sous-sol, carrément un centre, ce qu'on appelle experiential, qui est un centre de la famille, qui nous a été d'ailleurs très généreusement offert par la famille Nazarian de Los Angeles et en partie aussi par la famille Harrison ici. Et il y aura des ateliers, même pour les tout petits, et à tous les niveaux, toutes sortes d'ateliers qu'on a déjà maintenant d'ailleurs aussi. Je crois que c'est le vendredi matin ou il y en a plusieurs. Nous, par exemple, dans les amis, parce qu'on a aussi un jeune groupe d'amis, enfin ils sont plus tellement jeunes, c'est entre 25 et 45 ans, qui ont des enfants, et 4 fois par an, on leur fait ce qu'on appelle en hébreu Yedidim Yeladim, et pendant les fêtes, pendant les vacances, etc., ils viennent, on leur fait des programmes vraiment d'art, ils viennent soit devant un tableau, soit etc. Et puis en même temps, le musée également s'exporte beaucoup et donne l'opportunité et l'occasion à des enfants ou à des jeunes qui n'auraient pas nécessairement la possibilité d'arriver au musée ou de se familiariser avec l'art, de le faire sur place d'abord et ensuite de les amener ici. On a d'ailleurs un programme qui marche très très bien avec l'Université de Tel Aviv. Et il y en a plusieurs des programmes comme ça et je pense pour moi, souvent on me pose la question, est-ce que tu ne veux pas encore un immeuble qui porte ton nom? Non, moi je voudrais du contenu. Je pense que le devoir d'un musée, maintenant qu'on a tout ce qu'il faut, ou presque, non, on n'a pas encore le nom sur le principal, mais on y travaille, mais je pense que soutenir le musée dans son contenu, dans ses programmes, dans ses tableaux, je pense que ça c'est vraiment notre devoir à tous. Chaque musée en fait a une vocation différente. C'est vrai, quand je me souviens que Suzanne, j'ai beaucoup parlé avec elle avant son arrivée là et elle était un peu aussi inquiète quand même parce qu'elle venait d'un musée où il y avait beaucoup de donations, il y avait beaucoup de budget qui venait, bon bien sûr comme tu l'as dit si bien, et c'est vraiment quelque chose que j'ai retrouvé, j'en suis fier aujourd'hui de voir comment les Israéliens s'impliquent en termes de temps, en termes de passion et en termes d'argent. Il y a des grands collectionneurs. Je pense que vous avez parlé d'un public, alors ils sont amateurs et collectionneurs aussi. Oui, mais je pense qu'aujourd'hui, évidemment, le mécénat international, européen et surtout américain, c'est très important. Mais je pense que les musées en ont peut-être moins besoin. C'est-à-dire que c'est une fierté. Et je pense qu'Erit y est pour beaucoup. Et tous ceux qui œuvrent dans ce sens dans tous les musées d'Israël ont créé des groupes très forts d'Israéliens. Je me souviens plus que tu voulais me... Non, moi j'étais sur les enfants, j'étais sur... Ouais, sur les enfants. Moi, écoute, mon expérience personnelle, elle est comme ça. J'aime l'art depuis 25-30 ans, donc j'amène naturellement mes enfants petits au musée. Bon, bah, quand je venais au musée de Tel Aviv ou Jérusalem, il y avait un espace pour les enfants que je n'avais pas en France, même s'il y avait des lieux dédiés. Maintenant, c'est rattrapé. Je ne sais pas s'ils ont pris exemple sur nous, comme pour les sécurités. Mais peut-être, non, c'est pas ça? Les drones, maintenant, on importe plein de choses bien là-bas. Mais peut-être qu'ils sont venus voir. Mais en France, on n'avait pas ça. De mémoire, quand j'allais à Pompidou ou pas, on n'avait pas cet accueil, ce programme qui est fascinant, quoi. Et je capte encore des enfants qui circulent dans le musée et qui regardent les tableaux, pas comme les grands. Mais je veux dire que l'art, pour moi... Avec ce regard d'enfant incroyable. L'art, pour moi, est un véritable agent de change social. Non, ça fait bouger, enfin, c'est un agent de sens social, parce que quand on essaye d'amener les enfants, même ceux qui sont peut-être moins... qui auraient peut-être moins de chance, ou qui sont moins que les nôtres, ceux qui viennent au musée de toute façon, après...
c'est pas seulement un impact sur eux, c'est un impact sur la famille, sur leur environnement et sur tout l'écosystème dans lequel ils vivent. Et donc ça, je veux dire que vraiment, le musée fait énormément pour ça et ça, c'est un... Ah ouais, mais c'est beaucoup plus social ici qu'à l'étranger, hein. Je pense qu'on n'a pas dit le rôle du musée dans le monde aujourd'hui a tellement changé. Avant, c'était vraiment un demi% du monde qui allait au musée. C'était pour les chosen ones. Alors qu'aujourd'hui, c'est devenu la chose à la mode. Les nouvelles églises, en fait. Les nouvelles églises. S'il y a une expo de Van Gogh à Monet qu'on n'a pas pris un ticket, on ne va pas avoir de place. Et c'est devenu la mode. Et c'est important de dire que ça attire les foules. On est obligé de voir l'expo des 50 œuvres, les masterships. On doit les voir, les masters. Puis je veux dire, quand on vient, on fait l'allié ici, les Français qui nous regardent ici, qui viennent ici en Israël, ils ont besoin de culture. Ils avaient la chance d'avoir Paris, avec tous ces musées. C'est pas même bon. Alors les Français ne viennent pas encore assez au musée. Bah justement. Pour tout le reste. Eh ben on va faire, voilà. Merci Philippe, s'il te plaît. Tu veux développer un peu ça? D'où l'idée de cette émission. On a heureusement quelques amis ici au sein du musée. Tout à fait, voilà. Ils font en sorte que ça se passe bien, mais on n'est pas... Alors venez visiter ce musée. Venez visiter les musées israéliens. Avec vos enfants, évidemment. Et d'autant plus que je voudrais compléter ce que tu disais. Tu lui avais posé une question sur l'art israélien. Et on disait qu'il n'y avait pas de reconnaissance, mais c'est pas vrai. Je ne suis pas d'accord avec toi, si je peux me permettre. Les artistes israéliens sont très grands, sont très importants et méritent d'être mieux connus. Absolument. Mais ils n'ont pas de marché. C'est pas pareil. Il n'y a pas de reconnaissance dans le marché. Ça veut dire que tu vas pas voir des artistes israéliens se vendre à des prix astronomiques à New York ou à Londres. C'est pas vrai. Il n'y a pas encore de grands collectionneurs. Et c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Ça va venir. C'est pas grave. Je donne toujours mon expérience de nouveau Olé Hadash. Moi, quand je suis venu ici, la scène artistique ici, pas des collectionneurs, des gens qui aiment l'art, qui se déplacent pour les expos dans ces centres d'art, elle est inégalable. On ne la retrouve pas pareille dans le monde. Et ça, c'est magnifique. Je suis très fière d'être l'ambassadrice de cet art. Merci beaucoup, merci à vous, merci Marie Scheck, merci beaucoup Philippe Cohen d'être venu ici, merci beaucoup Dr Lara. Et évidemment, Irit Rapaport, merci d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir accueillis dans ce beau musée. On peut rester là encore un petit peu? On a encore une petite semaine. Une petite semaine. Parce qu'on revient la semaine prochaine. Ici, on sera au musée. Voilà, bienvenue chez vous qui reprend. Je voulais quand même remercier la directrice du musée, Tania Cohen-Uzueli. Voilà, merci particulier aussi à Lionel Bodbol et à mon partenaire David Sidbon à la direction artistique, Jo Lévy à la réalisation, AZ Prod à la régie, toute l'équipe technique, Liron Chemouni à la télé, évidemment. Vous, téléspectateurs et prochains visiteurs du musée de Tel Aviv, j'espère bien. À bientôt. Au revoir. Avec la carte de crédit Discount, stationnez gratuitement dans certains parkings Central Park. A plus, à plus, à plus, à plus.